Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des composés perfluorés et dans la suite de cette progression, on aborde maintenant le devenir des PFAS une fois introduits dans l'environnement. Donc, une première question à laquelle on s'intéresse, c'est quelles sont les sources et niveaux de contamination des perfluorés dans l'environnement. Vous voyez ici un graphique qui va nous servir de fil rouge dans cette présentation. Globalement, une rivière qui s'écoule jusqu'à l'océan avec plusieurs sources de contamination tout au long, notamment industrielles et urbaines. Alors, la deuxième question qu'on va aborder, c'est comment se réalise leur fractionnement environnemental. Par exemple, lorsque la rivière s'écoule, les perfluorés peuvent se fractionner entre l'eau de la rivière, les particules de sédiments et même les poissons et autres organismes. C'est un petit peu de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, on identifie ici les sources majeures de PFAS et sans grande surprise, la première source importante, eh bien, c'est les usines de production qui les utilisent dans leurs procédés. Par exemple, les grandes industries manufacturières de fluoropolymères. Une autre source majeure, c'est l'utilisation des formulations AFFF, par exemple dans la lutte contre les incendies, mais aussi au niveau des sites d'entraînement. En lien avec ces sources majeures, on retrouve la pollution la plus importante à proximité de ces sites et les voies de contamination sont notamment la pollution atmosphérique, ce qu'on illustre ici avec les cheminées de l'usine, les rejets à la rivière, mais aussi la pollution des sols et des eaux souterraines au niveau des sites d'entraînement avec les mousses AFFF. Et si on zoome au niveau du site d'entraînement, vous voyez ici qu'on teste le matériel anti-incendie sur cette structure d'avion factice et vous avez une infiltration des PFAS et d'autres surfactants dans les sols et les eaux souterraines. On a mesuré d'ailleurs des concentrations de PFAS allant jusqu'à environ 1 million de nanogrammes litres au niveau de ces sites, ce qui correspond à presque 15 000 fois la recommandation actuelle de l'USEPA pour l'eau potable. Parmi les autres sources de PFAS, on peut citer les décharges avec les PFAS qui peuvent être lessivés à partir des textiles et des produits électroniques usagés. Il y a aussi les zones agricoles avec les produits organiques résiduaires qu'on applique au sol. Et enfin, les zones urbaines, par exemple avec l'impact des stations de traitement des eaux usées. Si on prend pour exemple le cas des zones urbaines, on a suivi ici les niveaux de PFAS dans la Seine en amont et en aval de Paris. Et vous voyez que malgré le débit du fleuve qui permet une certaine dilution, on a une concentration qui augmente d'environ 10 fois entre l'amont et l'aval. Tous ces PFAS rejetés dans l'environnement finissent par se retrouver dans les écosystèmes terrestres et aquatiques. Ce qui se passe ensuite, notamment leur fractionnement entre eau, sédiments et organismes, eh bien, ça va dépendre énormément des caractéristiques de chaque composé, notamment la longueur de chaîne entre différents homologues. On parlait tantôt de fractionnement entre l'eau et le sédiment, et justement, un coefficient qui est utilisé pour le caractériser, c'est le coefficient KD. Le KD correspond au rapport des concentrations entre le sédiment et l'eau, et donc plus le KD est élevé, et plus ça traduit l'affinité du composé pour le sédiment. Vous voyez sur la figure à droite, on a estimé le KD du PFOA dans l'eau de rivière, et aussi certains homologues à plus longue chaîne, et globalement, le KD augmente fortement avec la longueur de chaîne. Si on compare le PFOA et le perfluorotridécanoate, par exemple, le KD va augmenter de 150 fois pour 5 unités CF2 supplémentaires. Alors, malgré cette affinité pour le sédiment qui a tendance à piéger d'une certaine façon les PFAS et à ralentir leur progression, ça n'empêche pas les PFAS d'être transportés sur de longues distances et d'atteindre les océans. Dans cette expédition autour du globe, les auteurs ont montré qu'on les retrouvait dans tous les océans, quoiqu'à de faibles concentrations en raison du facteur de dilution immense. Les concentrations sont jusqu'à 100 millions de fois plus faibles qu'au niveau des sites les plus contaminés. De façon analogue au coefficient KD, on peut introduire un facteur de bioaccumulation entre un organisme aquatique et l'eau environnante. D'après les critères actuels, une substance est considérée comme hautement bioaccumulable si son facteur de bioaccumulation est supérieur à 5000. Vous voyez ici, sur ce graphe à droite, que le PFOA est considéré comme modérément bioaccumulable avec un BCF autour de 100. Par contre, les valeurs augmentent pour les composés à plus longue chaîne et on atteint, voire on dépasse ce seuil de substances hautement bioaccumulables. Chez les organismes aquatiques, donc les records de PFOS ont été enregistrés pour des poissons impactés par les déversements AFFF jusqu'à 70 ppm d'après la littérature. Dans d'autres environnements qui ne sont pas forcément directement impactés par les AFFF,
On peut quand même avoir des concentrations très importantes pour certains prédateurs, par exemple chez l'ours polaire et le wison. Ça peut paraître surprenant d'un premier abord de se dire que certains records sont détenus par l'ours polaire en Arctique, mais en fait, ça s'explique par des phénomènes de bioamplification le long de la chaîne alimentaire, du plancton au poisson en passant par le phoque jusqu'à l'ours polaire. Alors, qu'est-ce que c'est la bioamplification? C'est une croissance exponentielle du niveau de contamination à mesure qu'on a des organismes de plus en plus hauts dans la chaîne alimentaire. On peut linéariser cette relation en appliquant le logarithme décimal ou naturel et on juge ensuite du caractère bioamplifiable en examinant la droite obtenue. Si la pente A est positive, alors le composé peut être considéré comme bioamplifiable. Vous avez ici sur le graphique à gauche donc des mesures qui ont été réalisées dans la chaîne alimentaire de grands dauphins de la baie de Sarasota en Floride. Dans cette publication, les chercheurs ont remarqué donc une forte bioamplification du PFOS le long de la chaîne alimentaire. Les concentrations augmentent d'environ 300 fois entre le zooplancton et les dauphins tursiops. Pour terminer, je voulais juste mentionner que la bioamplification concerne aussi les écosystèmes terrestres. Ici, des chercheurs d'Environnement Canada ont montré une forte augmentation des teneurs de PFOS entre la végétation, le caribou et le loup, dans cette chaîne trophique terrestre. Merci pour votre attention, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.